Et on accueille maintenant, c'est vrai que j'ai pas l'habitude qu'il y ait pas de pub, alors on a tendance à vouloir s'arrêter, mais on ne va pas s'arrêter, c'est un petit marathon. J'accueille mes débatteurs de la deuxième heure, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Stéphanie. Michel Fayad, analyse politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Mon invité de 20h10, comme tous les samedis, on se permet de prendre le temps sur un livre. Mon invité Dimitri Casali, historien, spécialiste du Premier Empire, ancien professeur d'histoire en ZEP, auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard. Bonsoir Dimitri Casali. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous recevoir puisque j'ai sincèrement trouvé votre livre passionnant. Il m'a rappelé d'ailleurs des chapitres d'histoire que j'ai appris lorsque j'étais enfant. Alors ça veut dire que j'ai plus de 20 ans parce que j'ai regardé dans les livres d'histoire de mes enfants. Alors malheureusement, tous les chapitres que vous évoquez ici n'y sont plus dans ces livres aujourd'hui de 2025. Est-ce que c'est pour nous rappeler ce récit national quasi oublié que vous avez décidé de publier ce livre ? Absolument, je voulais montrer les lacunes de notre éducation. L'éducation nationale a complètement capitulé sur l'enseignement de l'histoire depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis monté au créneau pour défendre une histoire de France qui est complètement oubliée. Et justement, dans ce livre, non seulement je rappelle les récits fondateurs de notre histoire, fondamentaux de Clovis au général de Gaulle, mais aussi chaque récit, vous avez vu, je mets chaque récit en perspective avec une de nos valeurs constitutives de la France. Clovis, les racines chrétiennes, Jeanne d'Arc, le patriotisme, et le général de Gaulle, le panache et le courage. Vous voyez. Et alors c'est marrant, vous vous êtes arrêté au général de Gaulle. Ah, ça oui. veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'après, justement, il y a beaucoup moins il y a pratiquement plus de panache et de courage politique. On le voit chaque jour, justement, avec la situation actuelle. Et donc je vous ai coupé, mais alors c'est vrai que il y a tous ces pans d'histoire oubliés, des personnages comme Charles Martel, Jeanne d'Arc, souvent d'ailleurs célébrés à l'étranger, mais qui sont un petit peu confisqués en France pour des raisons politiques. Charles Martel, c'est clair, puisqu'il a arrêté les Arabes à Poitiers en 732. Depuis 20 ans, c'était justement mon premier livre à succès, l'Alter Manuel d'histoire de France chez Perrin, où j'ai crié mon désarroi. Comment voulez-vous qu'on apprenne à nos enfants le long fil de l'histoire de France avec ce trou béant que constituait justement la suppression de Charles Martel, parce qu'il fallait pas trop vexer les enfants, les élèves d'origine musulmane dans les classes de banlieue. Donc vous voyez, on a pareil pour Napoléon avec l'esclavage, pareil avec. Donc on a complètement détruit notre récit national, et moi je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui est avant tout éducative, et c'est cette perte de récit national qui a provoqué la fracture, la perte de la cohésion de la France aujourd'hui. C'est cet enseignement culpabilisateur avec la loi Taubira de 2001 qui oblige à traiter l'esclavage. Ça a été là la rupture, la loi Taubira. 2001, à partir de 2001, les programmes partent dans tous les sens. Après, il y a effectivement Darcos sous le mandat de Sarkozy qui fait rentrer les empires africains à la place de l'empire du Monomotapa à la place de Louis XIV. Il faut quand même le faire. Ne pas traiter Louis XIV pour parler de l'empire africain du Monomotapa, je pense qu'il n'y a aucun pays. Et on voit bien que les pays forts aujourd'hui sont ceux qui sont fiers de leur histoire, que ce soit la Chine, la Russie et même les États-Unis. Oui, vous dites clairement, on nous apprend ne serait-ce que ne pas aimer la France, mais presque à ne pas l'aimer. C'est l'inverse. C'est évident, je vous dis, au bout de 12 ans de cursus scolaire, les enfants sont persuadés que les Français ont tous été des esclavagistes au 18e, tous des colonisateurs au 19e et tous des collabos au 20e. Regardez les programmes de première, on voit il y a des chapitres entiers sur Vichy et sur la collaboration, et on oublie de dire que la France est occupée par les nazis. C'est quand même une aberration. C'est incroyable. Oui, la repentance permanente. D'ailleurs, on le raccroche à l'actualité. On se souvient de la campagne d'Emmanuel Macron, le crime contre l'humanité en parlant de l'Algérie. On le voit très bien, notre président actuel, qui est très brillant par ailleurs, en philosophie notamment, ne connaît pas son histoire de France. S'il connaissait son histoire de France, il n'aurait pas fait toutes ces multiples erreurs qu'il a faites pendant pratiquement bientôt 2 mandats. Il n'aurait pas dit la France a commis un crime contre l'humanité
l'humanité en Algérie, alors qu'à notre arrivée en 1830, il y a 2 millions d'Algériens. À notre départ, il y a 10 millions d'Algériens. Où est le crime contre l'humanité? Il n'aurait pas dit il n'y a pas d'art français et il n'y a pas de... voilà, il dit que des bêtises. Charlotte Dornelas, je sais que je révèle un pan de votre intimité. Je crois que vous avez représenté Jeanne d'Arc, puisque vous venez d'Orléans. Vrai Absolument. ou faux? Vrai. Voilà un personnage qui est aussi oublié désormais à l'école. Alors pas Orléans, précisément. Et là, je revendique ma fierté et mon enracinement. À Orléans, elle n'est pas du tout oubliée, et Dieu merci. Non, effectivement, mais elle est oubliée ailleurs en France, et même maintenant associée, comme on dit, à l'extrême droite par une grande partie de la gauche. Effectivement, même. Il y a des inspecteurs généraux qui déconseillent d'étudier Jeanne d'Arc en classe de 5e, notamment parce qu'elle est soi-disant l'égérie du Front National, du RN, du Rassemblement National. Donc on voit bien, il faut savoir que Jeanne d'Arc, c'est la fondatrice du patriotisme, mais dans le monde entier, elle est célébrée. Il y a des statues à Toronto, à Canberra en Australie, même en Russie, à Moscou, il y a une statue de Jeanne d'Arc. Donc quand même, il faut être dingue pour pas... c'est la phrase magnifique de Michelet. Souvenez-vous, Français, que la patrie, chez nous, est née du sang d'une femme qui a donné son âme pour la France. Donc c'est quand même incroyable qu'on se prive d'une héroïne pareille. Michel Fayad, vous qui êtes un observateur de la vie internationale et souvent à l'étranger, effectivement des personnages comme Jeanne d'Arc et même comme Napoléon sont particulièrement admirés à l'étranger. Je sais qu'en Russie, par exemple, Napoléon est un héros, alors qu'en France, c'est beaucoup plus discutable. Et puis Saint-Louis. C'est un comble. Saint-Louis. Ah oui, je veux dire, moi je suis d'origine libanaise. Saint-Louis, beaucoup. c'est quand même le roi de France qui a établi la relation entre la France et le Liban, entre les deux peuples français et libanais, en disant que c'était même un seul et même peuple. Et en fait, quand on entend Jean-Luc Mélenchon il y a quelques heures taper sur Saint-Louis plusieurs fois, au contraire, au Liban, Saint-Louis, c'est le personnage le plus important du côté français. Et puis d'ailleurs, vous avez cité Charles Martel, mais là encore, Jean-Luc Mélenchon a dit que on a une chance absolue en France, c'est que notre immigration musulmane est l'héritière de cette pensée en fait de la conquête arabo-islamique qui est arrivée jusqu'en Andalousie et donc qui a été arrêtée par Charles Martel. Et là, c'est une méconnaissance aussi de l'histoire. Parce que c'est le djihadisme. C'était dommage parce que personne ne l'a contredit. Ça a été une leçon d'histoire. Enfin, vous auriez dû être en face à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale, Dimitri Kazali. Parce que Saint-Louis, c'est extraordinaire, comme le rappelle effectivement. Oui, vous en parlez d'ailleurs. Voilà, il est à la fois l'initiateur de la justice en France. Vous allez très dans populaire. Tous les tribunaux, c'est lui qui est représenté partout. Et puis surtout, c'est vrai que c'est important de ces 1260 où il devient l'édit de protection des chrétiens d'Orient. C'est les chrétiens, des maronites notamment, mais ensuite, cette tradition française a été reprise bien sûr par François Ier et par Louis XIV et même Napoléon III, puisque Napoléon III n'a pas hésité d'envoyer 10 000 hommes parce qu'il y avait un massacre des chrétiens au Liban et il a redressé la situation en moins de 2. Aujourd'hui, on serait incapable de faire ça. Alors, quand on voit la polarisation de la France, alors heureusement, on n'en est pas à la guerre civile que vous rappelez largement aussi, je crois 2 millions de morts de mémoire, qui a duré 40 ans. Incroyable. Et c'est Henri IV, le sauveur de la France, avec l'édit de Nantes. C'est vrai que vous nous rappelez ces pans d'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin dans un avenir très lointain, vous reverriez ce type de conflit en France, impliquant la France? Eh oui, donc vous avez bien lu mon livre. C'est bien parce qu'effectivement, je fais le parallèle avec la montée de l'islamisme en France, notamment, et c'est vraiment bien triste parce que quand on raconte justement ces guerres de religion qui ont duré 40 ans et qui ont provoqué, vous l'avez dit, près de 2 millions de morts, la France, justement, on a eu Henri IV, cet homme providentiel qui a changé de religion 6 fois pour le bien de son pays, pour l'État. Parce que Paris vaut bien une messe. Voilà, en 1598, l'ami de Montaigne, puisque c'est un peu Montaigne qui lui a soufflé, et Michel de l'Hôpital et tout, cette idée d'édit de tolérance, l'édit de Nantes, qui va donner quand même ce qui va devenir les prémices de la laïcité à la française. Et ça, il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que c'est l'étape fondamentale dans la distinction du serviteur de l'État devant obéir aux lois du souverain
et le croyant libre de pratiquer la religion de son choix dans la sphère privée. Et ça, c'est quand même la France qui va l'inventer. C'est brillant, c'est brillant. Alors je sais bien qu'il faut surtout pas tomber dans une laïcité punitive à la Mélenchon. Ça, je suis totalement contre. C'est pas ce qu'il voulait faire Henri IV. Et c'est pas du tout ce que voulait faire Henri IV, et même Aristide Briand, justement, puisqu'on va célébrer les 120 ans là, mardi 9 décembre de la loi de 1905. Et puis on en parlait aussi sur Michel Fayad, sur Louis XVI qui a accordé le statut aux Juifs. Voilà, en 1787. Donc vous voyez, et aux protestants. Il a accordé aux deux en même temps, hein, Louis XVI. Donc vous voyez, c'est quand même nos rois de France qui ont protégé. Mais c'est Louis XIV qui abolit les dîners. Et là, vous critiquez ça. J'en parlais, effectivement, vous savez. Vous l'aimez bien pourtant, Louis XIV. Moi j'adore Louis XIV, mais à chaque fois, c'est la grande tâche de son règne. Je ne suis pas le seul à le dire, hein, justement, comment un roi aussi brillant. Bon, on sait que l'influence de Madame Maintenon sur l'oreiller, elle n'y est pas pour rien. Comme souvent d'ailleurs, les femmes, hein, derrière les grands hommes. Charlotte Dornelas, c'est vrai que c'est passionnant. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de le lire, ce livre, mais celui-là et beaucoup d'autres. Oui, bien sûr. Vous êtes une fan. Non, c'est vrai que c'est passionnant. Je suis une fan de tous ceux qui essayent de restaurer une âme à la France, parce que l'histoire d'un pays, c'est son âme, hein, évidemment. Et d'ailleurs, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, même la question de la laïcité, tous les débats qu'on a aujourd'hui, on n'a pas compris d'où vient même la possibilité d'une laïcité. En fait, elle est faite par des Français, elle est aussi faite par des catholiques. Elle est faite, en 1905, c'est une guerre interne entre républicains et catholiques. Donc là, on plaque des concepts sans savoir d'où ils viennent, sans savoir à qui ils s'adressent, sans savoir pourquoi ils ont été créés, et ils sont évidemment rendus absolument inefficaces aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas comment se servir des outils et comment faire. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent à vos spectacles, qui accèdent à vos livres, parce qu'ils sont aussi faits justement pour un public plus jeune. Et quels sont les retours que vous avez justement de cette jeunesse qui est privée très largement de son histoire et qui, grâce à des personnes comme vous, la redécouvre? Oui, parce que je précise, avant d'écouter la réponse de Dimitri Kazali, que vous faites aussi des spectacles, et d'ailleurs un récent, le dernier, qui aura lieu le 6 décembre, vous pouvez le dire. Le 18 décembre à Montrouge. À Montrouge, voilà. Histoire rock, c'est ça? Histoire rock, oui. L'histoire de France, l'opéra rock. Il y a aussi Napoléon, l'opéra rock. Et effectivement, j'invite tout le monde à venir à ces spectacles, parce que ce qui est magnifique, c'est de voir la réaction des gamins. Parfois, je vous dis, on joue dans des villes où nous avons 100% d'enfants issus de l'immigration, et quand on leur montre l'histoire de France, je vous dis, surtout souvent ça me marque, parce que la chanson sur Jeanne d'Arc est fabuleuse. D'ailleurs, c'est ce que dit Philippe Juvin, qui nous fait chaque année à la Garenne-Colombe, on y passera aussi le 6 février. Et ben, cette chanson qui dure 7 minutes, on voit les yeux émerveillés de tous ces enfants, parce que c'est l'histoire de Jeanne d'Arc sous une musique magnifique, et derrière on projette les 150 plus grands tableaux de l'histoire de France. Et ben, quand on leur donne la France à aimer, on sent qu'ils sont prêts à l'aimer. Malheureusement, moi je me souviens de quand j'étais prof en banlieue, on leur donnait pas la France à aimer, on leur donnait la France à haïr, et résultat des courses, la plupart la détestent. Et je voulais pas spolier votre question, je vous laisse répondre à la question de Charlotte. Non, mais justement, oui, le fait que, bien sûr, okay. Le fait qu'il, d'ailleurs, vous parlez des enfants issus de l'immigration, mais les enfants qui sont français depuis 1000 ans, selon l'expression, ont été eux aussi dépossédés de leur histoire, et eux aussi ont besoin d'être réassimilés. On est aujourd'hui dans une situation particulière où la France entière a besoin d'être réassimilée à elle-même. Mais vraiment, c'est exactement l'assimilation, c'est évidemment dire nous tous ensemble, et on n'est plus ensemble sur aucun sujet. On le voit dans les attaques des uns et des autres, dans les batailles justement sur l'histoire de France. Et vous expliquez tout à l'heure qu'en effet, il y a une détestation qui est 100% anachronique systématiquement. Plus personne ne cherche à comprendre qui sont les personnages. Ce qui a fait la gloire et ce qui a fait Page de lumière dans l'histoire, c'est le cas aussi aujourd'hui. Bien sûr. Donc ils n'hésitent pas à voir, en fait, c'est un manque de vertu, c'est un manque de courage, c'est un manque d'intelligence, et l'histoire peut se répéter dans les pages sombres. Donc je leur conseille vigoureusement, précisément, de se réattacher à l'histoire, d'abord pour tirer la fierté des belles pages de l'histoire, et pour surtout comprendre ce qui a parfois mené les hommes à se comporter évidemment de la pire des manières. Charlotte Dornelas a raison, l'histoire peut se répéter dans les pages sombres, et c'est important de le préciser particulière aujourd'hui. Particulièrement aujourd'hui. Avant de répondre plus précisément, je voudrais dire, Charlotte a tout à fait raison, on sent bien que cette jeunesse a besoin de quelque chose à aimer. Et ce qu'il faut lui donner à aimer, c'est avant tout
cette histoire, cette culture et aussi ce patrimoine. Et ça, c'est quelque chose de fondamental si on veut refaire nation à nouveau. Parce qu'un peuple qui n'a plus d'histoire est un peuple qui n'a plus d'avenir, comme je dis souvent. Et effectivement, l'histoire sert aussi à celui qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. C'est la phrase d'Orwell. Et là, aujourd'hui, il faut absolument, justement, réenseigner notre histoire parce que les dangers et les menaces intérieures et extérieures sont à nos portes. Et d'ailleurs, vous parliez des jeunes issus des banlieues. Vous êtes ancien professeur d'histoire en ZEP. Vous dites que si on leur enseignait un petit peu plus, notamment la Seconde Guerre mondiale, avec les harkis qui se sont battus pour la France, eh bien peut-être qu'il y aurait une autre, Tout à fait. une autre vision. Oui, parce que mon propos, c'est ça, c'est de recréer un grand récit national qui soit équilibré et fédérateur, c'est-à-dire qui tienne compte aussi des nouvelles populations issues de l'immigration. J'ai écrit un livre qui s'appelait Les grands immigrés qui ont fait la France, et justement où j'avais pas mal d'exemples de cette armée d'Afrique où il y avait énormément de tirailleurs algériens, de tabors marocains qui sont morts pour la France. Il faut savoir que le taux de mortalité de l'armée d'Afrique était énorme, même si c'est les pieds noirs qui ont eu le taux de mortalité le plus important. Et ben quand on insère justement le fameux Bachaga Boualam, qui est le chef des harkis, qui était dans cette armée, on va faire nation à nouveau. Ils sont morts pour la France. Le Bachaga Boualam a 32 membres de sa famille qui sont morts pour la France. Je pense qu'il mérite peut-être autant, et la famille Boualam aujourd'hui qui vit en Camargue, qui mérite autant le titre, même peut-être plus le titre de Français que les Français de souche. Michel Fayad. Surtout ceux d'aujourd'hui qui défendent pas la France. Absolument. Oui. Michel Et puis, à mon avis aussi, on est en train d'écarter la réalité de la guerre d'Algérie en général, puisque la réalité de la guerre d'Algérie, c'est aussi sa dimension religieuse, avec notamment l'association entre l'association des oulémas et le FLN qui ont fait en fait alliance pour combattre la France, combattre les Français, combattre les chrétiens, combattre les juifs, parce que français, parce que chrétiens, parce que juifs. Donc il y a cet aspect-là qui est complètement écarté des livres d'histoire, en tout cas qui sont enseignés à l'école ou à l'université. Ah oui, bien sûr, il faut voir comment est apprise la guerre d'Algérie, ça, notamment en première. Il y a des manuels comme Nathan et Magnard, de toute façon, qui sont rédigés par Benjamin Stora, qui le dit, et tout est fait justement pour créer vraiment cette instrumentalisation de l'histoire de la guerre d'Algérie, qui est complètement folle. Il faut savoir que jusqu'en 58, j'ai des témoignages précis d'historiens spécialistes, la majorité de la population algérienne voulait rester française. Et ça, jamais on le dit. Donc c'est après, avec les exécutions de masse, on parlait des 90 000 archives qui vont être exécutés, mais il y a aussi 25 000 membres du MLA de Messaliadj qui vont être exécutés par le FLN. Donc ils se faisaient la guerre entre eux. Et puis ils oublient aussi qu'avant les 132 ans de période française, il y avait eu 333 ans de joug ottoman. Ah oui, ça, il faut le dire. D'ailleurs, vous en avez écrit de nombreux livres chez Nathan, chez plusieurs éditeurs scolaires. Comment ça se passe justement? Parce qu'on aimerait bien savoir comment elle s'écrit cette histoire. Vous venez de nous dire, là c'est Benjamin Stora qui écrivait certains livres, mais vous avez des directions quand vous écrivez? Absolument, il y a les directions du Conseil supérieur des programmes. On doit soit suivre des instructions officielles, mais ce que j'ai remarqué depuis 20 ans, ou que je travaille sur le sujet, c'est que certains éditeurs, notamment Nathan et Magnard, agissent en surenchère, exagèrent les programmes officiels. Et c'est ça qui est dingue, c'est que déjà que ces programmes sont inaudibles, et en plus on leur demande, ils commettent ils agissent en surenchère, c'est-à-dire que pour la guerre d'Algérie, jamais il est dit que 70% des terres algériennes appartenaient encore aux Algériens en 1960. Donc il ne faut pas croire que tout a été donné aux colons, aux affreux colons pieds noirs. C'est des erreurs historiques sans nom. Et pourtant, c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Et on voit à quel point ça reflète aujourd'hui dans l'actualité et à quel point il y a une énorme responsabilité à être juste et à transmettre cette histoire de France, les récits fondateurs de notre histoire quand la France perd la mémoire. Dimitri Casali aux éditions Fayard. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1.